Salut les terriens! Ce conflit dramatique qui se joue aujourd'hui sur Terre, en plus de semer le chaos aux portes de l'Europe et de mettre à mal durablement l'économie mondiale, aura des conséquences considérables sur le secteur spatial. L'espace, malgré une histoire ayant favorisé de très belles coopérations internationales par le passé, est en train lui aussi de se transformer en un champ de bataille, mais pas de la manière dont on l'imagine habituellement. C'est parti! Faisons un voyage dans le temps quelques décennies en arrière afin de mieux comprendre comment ce vaste territoire au-dessus de nos têtes est devenu un véritable terrain de guerre. La militarisation de l'espace est un terme qui est apparu pour la première fois dans les années 60 durant la guerre froide, lors de la course à l'espace que se disputaient alors les États-Unis et l'URSS. Entre 1957 et 1991, année de disparition de l'URSS, il faut savoir que 60% des satellites américains et 77% des satellites soviétiques étaient à vocation militaire. Une période qui voit le double lancement par Moscou de son premier missile balistique intercontinental, le R-7 Semyorka, qui parcourut 6000 km le 21 août 1957, ainsi que celui de Sputnik 1, considéré dès son lancement comme un satellite espion par les Américains. De 1962 à 1987, les soviétiques ont mis en orbite 712 satellites de reconnaissance photographique sur 1601 satellites militaires, soit une moyenne de 28 par an, avec un record de 37 en 1981 et à nouveau en 1983. De 1959 à 1992, de leur côté, les États-Unis ont lancé 266 satellites de reconnaissance avec la série des Discoverer et des Corona, sans mauvais jeu de mots, qui permettaient bien évidemment de pouvoir observer les ressources militaires de l'ennemi dans des zones peu accessibles afin d'évaluer le danger que celles-ci étaient susceptibles de représenter. D'un côté comme de l'autre, tout ceci était parfaitement licite à l'époque, car les frontières n'étaient pas considérées comme étant violées si on les traversait à une altitude supérieure à 80 km. Et oui, lorsqu'une nouvelle technologie bouleverse les aptitudes humaines, le droit est toujours à la traîne et il faut un temps d'adaptation avant de combler le vide juridique ou éthique. L'enjeu d'un engin militaire en orbite, c'est surtout la quête d'informations clés, et pour une nation dotée de cette technologie, cela devient un allié très précieux sur le champ de bataille. Les satellites espions donnent ainsi à la puissance militaire qui les possède toutes sortes d'applications stratégiques comme les communications, l'observation au sol, l'alerte avancée ou la détection des lancements de missiles balistiques, l'interception des liaisons téléphoniques, des télécopies, du courrier électronique ou des données de toute nature, la détection d'explosions nucléaires sur Terre ou dans l'espace, ou encore la géodésie pour connaître de façon précise le géoïde qui sert de zéro de référence pour les mesures précises d'altitude et améliorer ainsi la navigation des sous-marins et le guidage des missiles. Ces technologies spatiales durant la guerre froide ont non seulement permis d'éviter les problèmes diplomatiques liés à l'observation de puissances étrangères à partir d'avions espions trop facilement identifiables et interceptables par les défenses au sol, mais ont aussi permis de désamorcer la propagande adverse ou les fausses déclarations des politiciens de l'époque. À l'instar de l'URSS qui affirmait à la fin des années 50 posséder 100 ogives nucléaires alors que les satellites américains n'en observèrent que 10, ceci avait permis aux renseignements américains de vérifier que la menace était alors moins grande que prévu, rééquilibrant ainsi les deux forces en présence. Si ces satellites ont pu jouer un rôle stabilisant durant la guerre froide, au cours des décennies suivantes, l'espace devint peu à peu accessible à d'autres nations, accentuant les tensions entre certaines puissances. Les Américains, depuis le début des années 80, ont voulu imposer leur hégémonie dans l'espace en matière de stratégie militaire, avec plusieurs programmes qui se sont succédés les uns aux autres. D'abord l'initiative de défense stratégique, ou IDS, également appelée Guerre des étoiles dans les médias, qui est le tout premier projet de défense antimissile destiné à la protection des États-Unis contre une frappe nucléaire stratégique sous le mandat du président Ronald Reagan. Ensuite, au début des années 2000, George Bush voulut poursuivre sur cette ligne avec son projet de bouclier antimissile, et enfin en 2019, Donald Trump, lors d'une cérémonie à Washington, affirma vouloir se tenir prêt en cas de guerre des étoiles avec la création d'un commandement militaire de l'espace chargé d'assurer la domination des États-Unis, menacés alors par la Chine et la Russie. Par ailleurs, d'autres pays ont développé entre-temps un programme de satellites militaires, le Royaume-Uni par exemple avec Skynet, ou encore l'Italie via le programme Cosmo Skymed, la Chine également avec son programme Fanhui Shiweixing, signifiant satellite récupérable, qui est une série d'appareils de reconnaissance optique chinois. La liste est longue, mais elle reflète parfaitement la militarisation galopante de l'espace. L'Inde et son programme RISAT 1 et RISAT 2, Israël avec OFEC, le Japon avec Information Gathering Satellite, ou encore l'Allemagne qui a lancé en 2006 son système SAR loupé, mis en orbite par un lanceur russe Cosmos. Et puisqu'on parle des lanceurs russes, sachez que l'ex-URSS est loin d'être à la traîne dans cette course à la militarisation de l'espace.
En 2021, les Russes réalisent un tir de missile anti-satellite sur un ancien appareil d'écoute soviétique lancé en 1982. Ce sont les troupes spatiales des forces armées de la Fédération de Russie qui ont accompli cette mission, et jusqu'à présent, cette unité a eu pour tâche principale de s'occuper de la lutte antimissile, de la collecte d'informations au moyen de satellites de reconnaissance, et se trouve également être en charge du système de positionnement par satellite russe GLONASS. La démonstration de force que le président russe Vladimir Poutine aime faire traduit à chaque fois une volonté d'hégémonie spatiale, mais aussi une avancée technologique certaine. L'homme ne s'en cache pas et a même annoncé le 27 décembre 2019 la mise en service dans l'Oural de ses armes hypervéloces des missiles hypersoniques avant-garde capables d'embarquer une charge nucléaire et pouvant déborder les boucliers antimissiles américains et européens grâce à leur vitesse de 33 000 km/h ainsi que leur faculté à changer de cap et d'altitude. La France, de son côté, embourbée jusqu'alors dans une défense européenne balbutiante et uniquement protégée par son adhésion à l'OTAN, s'est tout de même pourvue de satellites de renseignement, notamment avec son système CERES pour capacité de renseignement électromagnétique spatial, qui est un programme français de satellites militaires d'écoute électronique chargé de collecter du renseignement d'origine électromagnétique. Cette mission est développée pour le compte de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Formant une mini-constellation, les 3 satellites de CERES ont été lancés le 16 novembre 2021 lors du 20e tir du lanceur Vega de l'agence européenne. C'est donc tout récent, mais d'une importance capitale, ils permettront d'apprécier exactement la nature d'un déploiement de force tel que le précédent déploiement russe aux abords de l'Ukraine ainsi que sa récente invasion. La guerre en Ukraine impacte déjà le secteur spatial et donc la recherche scientifique, avec des conséquences désastreuses sur le long terme. Si vous suivez régulièrement le journal de l'espace, vous savez que les collaborations entre les différentes nations, en l'occurrence entre la France, l'agence européenne, la Russie et les États-Unis, sont nombreuses, voire même indissociables. Le 25 février dernier, le président des États-Unis, Joe Biden, a pourtant déclaré ceci : « Nous estimons que nous couperons plus de la moitié des importations de haute technologie de la Russie, et cela portera un coup à sa capacité de moderniser son armée. Cela dégradera leur industrie aérospatiale et leur programme spatial. » Ce à quoi Dmitry Olegovitch Rogozin, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, a répondu en plusieurs points. « Voulez-vous bloquer notre accès aux microélectroniques spatiales résistantes aux radiations parce que vous l'avez déjà fait en 2014 ? Comme vous l'avez remarqué, nous continuons néanmoins à fabriquer nos propres engins spatiaux, et nous continuerons de le faire en développant la production des composants et appareils nécessaires sur place. Voulez-vous interdire à tous les pays de lancer leurs engins spatiaux sur les fusées russes les plus fiables au monde ? Vous le faites déjà et envisagez de détruire le marché mondial de la concurrence spatiale dès le 1er janvier 2023 en imposant des sanctions à nos lanceurs. Nous en sommes conscients et cela ne constitue pas une première, nous sommes prêts à l'action également. Voulez-vous détruire notre coopération sur l'ISS ? C'est ainsi que vous le faites déjà en limitant les échanges entre nos centres d'entraînement de cosmonautes et ceux de vos astronautes, à moins que vous ne vouliez gérer l'ISS vous-même, peut-être que le président Biden est hors sujet, alors expliquez-lui que la correction de l'orbite de la station, son évitement des dangereux rendez-vous avec les déchets spatiaux, avec lesquels vos talentueux hommes d'affaires ont pollué l'orbite proche de la Terre, est produite exclusivement par les moteurs de cargo russes Progress. Si vous bloquez la coopération entre nous, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation incontrôlée qui tomberait sur les États-Unis ou l'Europe ? Il est également possible de déposer cette structure de 500 tonnes en Inde ou en Chine. Voulez-vous les menacer avec une telle perspective ? L'ISS ne survole pas la Russie, alors tous les risques sont pour vous. Messieurs, lors de la planification des sanctions, vérifiez que ceux qui les écrivent ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer, juste au cas où, pour éviter que vos sanctions ne vous tombent sur la tête et pas seulement au sens figuré. Par conséquent, et pour le moment, en tant que partenaire, je vous suggère de ne pas vous comporter comme un joueur irresponsable et de désavouer cette déclaration sur des sanctions issues d'un cerveau malade, conseil d'amis. Et oui, comme vous venez de le voir, ça chauffe, et malgré l'intrication des coopérations américaines et russes, et malgré leur interdépendance sur des programmes spatiaux internationaux, chacun des partis semble pourtant vouloir menacer l'autre dans ce qui ressemble vraiment à un jeu de dupes, sans que la raison ou le bon sens n'interviennent à aucun moment. Le 26 février dernier, le vice-premier ministre ukrainien, également ministre de la transformation digitale, a expressément demandé à Elon Musk de fournir à son pays un appui logistique pour les communications via des stations Starlink. Ce à quoi le PDG de SpaceX a répondu ceci : Starlink est opérationnel en Ukraine, plus de terminaux sont en route, et a d'ailleurs bien fait parvenir par camion les équipements nécessaires. En parallèle, la réponse de la Russie aux sanctions de l'Union européenne contre son économie ne s'est pas fait attendre. Roscosmos, l'agence spatiale russe, a annoncé la suspension de la coopération avec ses partenaires européens pour l'organisation des lancements spatiaux depuis Kourou, ainsi que le retrait de son personnel de la Guyane française. Nous n'avons pas encore d'informations, en revanche, pour les vols d'Ariane depuis Baïkonour, pour les vols OneWeb dont les prochains étaient prévus le 4 mars et dont tous deux dépendent des lanceurs russes Soyouz.
On se demande également à l'heure actuelle ce que va devenir la fusée Antares dont le moteur RD-181 est développé par le motoriste russe NPO Energomash et qui est conçu pour lancer le cargo spatial Cygnus, chargé lui-même d'assurer une partie du ravitaillement de l'ISS en pièces de rechange et consommables. Que va devenir également la mission ExoMars dont nous parlions dans le dernier Le saviez-vous et dont Roscosmos Fournit les 2 lanceurs Proton, une partie de l'instrumentation scientifique de l'orbiteur ExoMars TGO, ainsi que le véhicule de rentrée et de descente utilisé par le rover européen? Et que dire de la sonde lunaire russe Luna 25 dont l'atterrisseur dispose d'un système de caméra Pilot D fourni par l'Agence spatiale européenne qui permet d'obtenir des images en temps réel de l'atterrissage. Quant au lanceur Atlas 5, dont le dernier étage est propulsé par le moteur fusée russe RD-180, les Américains ont anticipé le problème en confiant à l'une de leurs entreprises, ULA, United Launch Alliance, le soin de remplacer ce lanceur par un nouveau appelé Vulcan. L'objectif sur le moyen terme étant de ne plus être dépendant du motoriste russe qui fournit le moteur propulsant le premier étage d'Atlas 5 tout en diminuant les coûts de propulsion. Pour conclure ce Le saviez-vous un peu sombre, l'équipe du Journal de l'Espace et moi-même souhaitions rappeler que l'espace reste avant tout un lieu propice à la recherche scientifique et à la pacification des nations. À l'instar de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui a été depuis sa création une opportunité de collaboration entre plusieurs puissances telles que les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Canada, le Japon ou encore le Brésil. C'est pourquoi nous clôturerons ce chapitre martial avec cette citation de Yuri Gagarin, le fameux pilote et cosmonaute soviétique, qui est aussi le tout premier être humain à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961. À regarder la Terre au loin, vous réalisez qu'elle est trop petite pour le conflit et juste assez grande pour la coopération. Voilà les terriens, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite comme d'habitude à la partager et à faire briller ce pouce bleu pour soutenir le travail de l'équipe du Journal de l'Espace. On se retrouve comme d'habitude vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Prenez bien soin de vous. Salut les terriens!